L'algorithme de YouTube a récemment changé et la vulgarisation scientifique peine à être référencée. Alors si tu aimes mes vidéos, je t'invite à y mettre des pouces bleus et à les partager sur tes réseaux sociaux préférés. Ça permet de faire vivre la chaîne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. S'il y a un truc qui commence à m'ennuyer sérieusement dans l'actualité spatiale, ce sont les exoplanètes. Pourquoi ? Parce qu'on leur attribue beaucoup trop de légendes extraterrestres et de théories cheloues. Quand on tape le mot exoplanète sur Google, on se rend compte que tout ce qui intéresse les gens, ce sont les extraterrestres et de savoir s'il y a de l'eau liquide en surface. Vous m'avez beaucoup demandé de faire un épisode sur les exoplanètes, et justement, j'en fais pas. J'ai pas envie. Vous voulez que je vous dise quoi ? Depuis 20 ans, on a recensé déjà 4000 exoplanètes cataloguées, la majorité étant des planètes gazeuses. Il y a beaucoup de choses à dire à propos des exoplanètes en fait, c'est pas un sujet creux. Mais c'est très difficile d'aborder le domaine sans rentrer dans du sensationnalisme. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai rien à expliquer. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai l'habitude de vous raconter une petite histoire surprenante ou mystérieuse en fin de vidéo pour illustrer le sujet ou le propos dans la vidéo. Mais dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire maintenant, tout de suite. Et c'est vous qui êtes le protagoniste. Vous vous réveillez un matin, et en prenant votre petit déjeuner, vous checkez l'actualité spatiale sur vos réseaux sociaux. Vous y apprenez que la NASA a annoncé dans la nuit un communiqué expliquant qu'ils ont découvert une exoplanète à une certaine distance de la Terre. Mais c'est pas l'annonce du siècle non plus. Des exoplanètes, on en découvre chaque semaine. Mais celle-ci a une particularité. Elle est tellurique, c'est-à-dire solide. Et les exoplanètes qu'on découvre sont beaucoup plus gazeuses que telluriques. Au fil de la journée, les différentes agences spatiales se relayent l'information dans le monde entier. Mais les médias traditionnels n'en touchent pas un mot. Ils s'en foutent complètement. Un mois plus tard, la NASA annonce que des études spectrométriques ont été réalisées sur cette planète, et qu'on penserait qu'il y ait des traces d'eau dans son atmosphère. Mais c'est tout. On a juste découvert des traces d'eau. Et encore, on n'est même pas sûr si c'est de l'eau liquide, solide ou même gazeux. Par contre, on sait que la molécule d'eau est présente. Bon. Pourtant, le lendemain, les médias traditionnels se déchaînent. BFM TV et autres médias d'information se relayent le mot. On a découvert une planète susceptible d'abriter la vie, parce qu'on a découvert de l'eau dans son atmosphère. Vous voyez où je veux en venir ? Un de vos proches, vos parents, votre belle-sœur ou même le président du club de pétanque du coin, on sait jamais, regarde la télé avec vous et vous dit « Tu as vu ? Il y a peut-être de la vie sur cette planète !» Ce à quoi vous lui répondez qu'on a juste découvert des traces d'eau et qu'il faut pas s'emballer pour autant. Mais il ne vous écoute pas. Il ne fait même plus attention à vous. Pour lui, il est déjà persuadé de l'existence des extraterrestres. Cette histoire que je viens de vous raconter n'est pas totalement inventée, car ça s'est déjà produit de nombreuses fois dans la vie réelle. Les médias traditionnels relayent souvent ce genre d'informations astronomiques avec une dose de sensationnalisme pour faire plus d'audience. Et les exoplanètes sont un cas d'école dans ce domaine-là. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? En fait, c'est pour que vous vous rendiez compte d'une chose. La recherche de la vie extraterrestre, c'est un domaine d'étude assez sensible, parce que l'ignorance du grand public sur l'astronomie en général les amène à croire à des théories du complot et à des légendes obscures. Mais je ne vais pas m'attarder sur le débunkage de théories du complot. Non, il y a d'autres chaînes YouTube de vulgarisation scientifique qui le font très bien et qui l'ont fait bien avant moi. Le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est l'eau, dans l'espace. Parce qu'après tout, c'est la base de mon histoire. Posons-nous la question une seule fois, celle du titre même de cette vidéo. Y a-t-il de l'eau dans l'espace ? La réponse est très simple. Oui, partout, dans chaque endroit de l'univers. L'eau est une molécule presque omniprésente dans de nombreux corps du système solaire par exemple. Et c'est plutôt logique quand on y pense. L'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Et l'hydrogène est l'élément le plus présent dans tout l'univers. Ce qui est assez logique en fait. Un proton et un électron qui lui tournent autour. Il n'y a pas plus simple en termes de structure moléculaire. Mais dis-moi Jamy,
Si l'eau est super abondante dans l'univers, pourquoi est-il si dur de trouver de la vie? Eh bien Fred, c'est là tout le cœur du problème, en fait. Ça ne vient pas des mystères de la science, ça vient de notre société. Vous savez quel est le problème avec ce sujet-là? C'est qu'on assimile beaucoup trop souvent l'eau et la vie. Dès qu'on parle de l'eau dans l'espace, on parle de vie extraterrestre. Pourquoi? Parce que l'eau est l'un des principaux composants à l'apparition de la vie sur Terre il y a des centaines de millions d'années. Or, ce que les gens n'ont pas l'air de comprendre, c'est que l'eau ne fait rien tout seul. Il faut des minéraux, des composants organiques, une zone habitable dans la galaxie, dans notre système solaire, etc., etc. Ça dépend de plein de facteurs différents. Et un autre facteur qui entre en jeu, c'est la proportion des événements cosmiques autour de la planète en question. Ça peut paraître compliqué quand on le dit comme ça, mais vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. La théorie qui explique le mieux l'apparition de la vie sur Terre est la lithopanspermie cosmique. C'est une théorie qui expliquerait que la vie serait apparue suite à une contamination extraterrestre, avec le bombardement de comètes et d'astéroïdes, emportant avec eux des micro-organismes. Et c'est là tout le problème de ce facteur. Si une planète possède de l'eau liquide à sa surface, mais qu'aucun micro-organisme n'y est présent, il n'y a aucune chance pour que la vie s'y développe. Il faut bien que vous compreniez que ce n'est pas parce qu'on découvre une exoplanète avec de l'eau qu'on peut y espérer trouver des petits hommes verts. Ça marche pas comme ça. C'est comme l'oxygène en fait. Lorsque des analyses spectrométriques montrent la présence d'oxygène sur une exoplanète, on s'emballe et on pense que l'atmosphère y est respirable. Mais ça veut rien dire. Nous, on ne respire pas de l'oxygène. On respire un mélange de dioxygène et de diazote. On respire des molécules, pas des atomes seuls. Et puis, de toute façon, l'oxygène peut être combiné à du soufre, du carbone ou de l'ammoniac. Bon courage pour respirer du dioxyde de soufre au calme sans mourir d'asphyxie. Il y a un autre truc que les gens assimilent directement, c'est que quand on parle d'eau, on fait allusion à l'eau liquide. Mais en fait, dans l'univers, l'eau est présente dans tous ses états, liquide, solide et gazeux. La glace, la neige et la vapeur, c'est aussi de l'eau après tout. Allez, pour vous prouver que l'eau n'est pas toujours source de vie, mais qu'elle reste abondante dans l'univers, je vous propose un petit tour dans notre système solaire. Et vous allez voir qu'avec ça, on a déjà de quoi bien faire. On va commencer par une planète que vous connaissez tous. Vous y êtes jamais allé, mais vous la connaissez. Mars. C'est un gigantesque désert froid, hostile, sans vie, contrasté entre ces immenses plaines s'étendant à l'horizon et ces gigantesques montagnes de plusieurs dizaines de kilomètres de hauteur. Mais des découvertes récentes ont prouvé la présence de glaciers géants à la surface de Mars. Oui, des glaciers. Et comparés à ceux de la Terre, ils sont gigantesques. Comme cette dernière, les glaciers ne sont pas composés de glace d'eau pure. Ils sont couverts par une légère couche de poussière. C'est pour ça qu'on ne les voit pas directement à la surface de Mars. Mais le plus surprenant, c'est que de nombreux glaciers martiens ont une forte ressemblance avec la Terre. Voici un glacier situé dans la région d'Isthmios Lacus. Il fait environ 15 km², ce qui est déjà pas mal. Un petit peu plus au nord, une région entière de Mars tient de son réseau de glaciers qui fait, tenez-vous bien, plusieurs milliers de kilomètres carrés. Le glacier d'Aletsch, plus grand glacier d'Europe de l'Ouest, peut aller se rhabiller avec ses 117,6 petits kilomètres carrés. Bon, c'est sacrément grand, ça fait la taille de Paris, mais quand même. Et en restant sur Mars, si vous voulez encore plus d'eau, vous allez être servi. Parce qu'il y a encore mieux, son pôle Nord. Planum Boreum de son petit nom. Sauf qu'il n'a rien de petit. Le pôle Nord de Mars est une gigantesque réserve de glace d'eau, cette fois-ci visible, de plusieurs kilomètres de profondeur pour près de 400 km de large. Vous vouliez de l'eau? Vous en avez. Si on avait les moyens, on pourrait skier à la surface de Mars. Bon, ça serait de la neige un petit peu différente que celle de la Terre, parce que là elle est un petit peu carbonée, et elle tient bizarrement vu la faible gravité martienne quand on passe dessus. Mais quand même, ça serait cool. Mais quittons les planètes telluriques pour nous rendre vers les planètes gazeuses. Et justement, chaque planète gazeuse possède une petite proportion de vapeur d'eau dans leur atmosphère. Bon, ça reste quand même une infime proportion. Jupiter par exemple possède 0,1% de vapeur d'eau dans son atmosphère. Mais ça reste une masse non négligeable. Une autre chose composée cette fois-ci à près de 99% de glace d'eau, ce sont les anneaux planétaires.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Saturne n'est pas du tout la seule planète à posséder des anneaux. Toutes les planètes gazeuses en possèdent. Vous avez certainement vu les célèbres images de la sonde Cassini sur les anneaux de Saturne. C'est de l'eau, c'est de la glace. Vous avez vu, je n'ai même pas parlé des comètes et des astéroïdes qui sont là aussi composés en grande partie de glace d'eau. Je ne compte pas le nombre de lunes planétaires possédant de l'eau à leur surface sur toutes les géantes gazeuses. Une lune très connue dans ce domaine est celle d'Europe. Elle tourne autour de Jupiter et elle a la particularité de posséder une surface entièrement recouverte de glace. Et sous cette couche de glace se trouve un gigantesque océan d'eau liquide, à bonne température. Mais je ne vais pas m'attarder sur Europe car d'autres youtubeurs l'ont déjà fait. Je vous renvoie à la vidéo de Big Universe et celle d'AstronoGeek. Elles sont bien plus complètes que moi. Mais je voudrais faire passer un petit message en passant. À tous ceux qui sont émerveillés et ébahis dès que BFM TV parle d'une exoplanète avec de la vie, dites-vous bien qu'on a plus de chances de trouver de la vie sur la lune d'Europe, dans son océan liquide, que sur une exoplanète à des centaines, voire des milliers d'années-lumière de la Terre. À tous ceux qui assimilent l'eau et la vie, dites-vous bien qu'il y a plus d'eau sur Europe que sur Terre. Vous voyez, je n'ai même pas abordé un quart de tous les exemples dans le système solaire. C'est simplement pour vous montrer que l'eau est très abondant et important dans l'univers. Et si vous voulez un exemple en dehors de notre quartier cosmique, je peux vous fournir cela. Laissez-moi vous présenter APM 08279 plus 5255. C'est un nom un peu moche, certes. APM machin bidule est un quasar situé à environ 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Un quasar, pour faire simple, c'est une gigantesque source de lumière à travers l'univers. Ici, des milliards de fois plus puissant que le Soleil. Et quand je parle de puissance, je parle de luminosité. Ici, notre quasar apparaît comme une énorme galaxie elliptique, c'est-à-dire sans réelle structure, un gros amas d'étoiles, contrairement aux galaxies spirales par exemple. Il y a quelques années, on a découvert que cette gigantesque galaxie elliptique possédait une concentration importante de vapeur d'eau. Et quand je dis importante, je dis en quantité incommensurable. En fait, c'est par les ondes spectrales qu'on sait qu'il y a des molécules d'eau. On ne peut pas juger s'il y a de la matière comme ça à travers un télescope, par exemple. Mais si on devait résumer, APM 08279 plus 5255 est l'endroit qui possède la plus grande masse d'eau de tout l'univers observable. Il y a 100 billions de fois plus d'eau dans ce quasar que sur Terre, ce qui fait 100 000 milliards de fois. Vous prenez la Terre, vous la multipliez par 100 000 milliards. Vous avez la concentration d'eau dans ce quasar. Non seulement il est impossible de se représenter ça dans notre cerveau, mais en plus cela nous montre à quel point les idées reçues que nous pouvons avoir sur l'eau sont fausses. Et pour pousser la réflexion encore plus loin, peut-être que la vie sur Terre n'est propre qu'à nous. Peut-être que dans une galaxie lointaine, très lointaine, la vie extraterrestre peut se débrouiller sans l'eau, peut-être composée d'air, de vapeur, de magma, que sais-je. Peut-être que la vie peut être autre chose qu'organique. Peut-être qu'il existe différentes formes de vie. Vous avez 4 heures pour répondre à cette question philosophique. Quoi, c'est pas assez ? Bon 4 jours. Allez, 4 semaines. Bon allez, 4 mois. Alors, on peut aller loin, hein. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que l'eau n'est qu'une molécule dans ces vastes univers infinis qui règnent par le silence éternel. Allez, à bientôt.